On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Dang, qui a fait sa thèse au LJLL, qui avait soutenu en 2019 et qui est chercheur à INRI à Paris et donc de retour au LJLL depuis le mois de septembre et qui va nous parler d'une variante constructive du lemme de Farkas. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Anne-Laure, comme j'étais en thèse ici, à l'époque, je venais très régulièrement au séminaire du laboratoire. C'est d'autant plus un honneur pour moi de pouvoir présenter à mon tour un petit quelque chose. Alors, comme l'annonce le titre, effectivement, je vais beaucoup parler des lemmes de Farkas. On peut considérer qu'il y en a plusieurs. Comme ne l'annonce pas le titre, je vais aussi parler de contrôle beaucoup, parce que c'est ça mon domaine à la base. Donc, voilà, et surtout, l'objet central de cet exposé, ça va être un peu un lien qu'on peut établir entre le lemme de Farkas et comment on peut s'en servir en théorie du contrôle des équations dérivées partielles. Avant d'attaquer sur le lemme de Farkas, en fait, il y a plein de manières de comprendre le lemme de Farkas et de l'interpréter. Celle qui nous intéresse, nous, donc dans ce travail avec, donc je vais pas citer, pardon, avec Camille Pouchol et Emmanuel Trelas, ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est la question suivante. On se donne un vecteur, on se donne un cône, et on veut savoir quand est-ce qu'on peut dire que ce vecteur-là appartient au cône. Une question vraiment très, très simple. Si on veut la préciser un petit peu, aller vers des contextes mathématiques un peu plus précis, la question peut devenir, par exemple, quand est-ce que il existe des solutions à une équation linéaire sous contrainte conique? Et puis, si on veut préciser le type d'équation auquel on s'intéresse, on arrive à une question de contrôle. On a un système de contrôle, donc je préciserai un peu à quoi ça ressemble, un système de contrôle plus tard. On met des contraintes coniques sur le contrôle. Est-ce que notre problème de contrôle a une solution? Mais en essence, vraiment, la question qu'on se pose, c'est j'ai un cône. On va voir à quoi peut ressembler le cône. J'ai un vecteur. Je veux savoir si le vecteur est dedans. Et c'est précisément la question à laquelle répond le lemme, ou enfin les lemmes de Farkas. La forme la plus simple du lemme de Farkas, souvent on la rencontre en cours d'optimisation sous contrainte parce qu'elle nous permet d'établir les conditions de KKT. Donc là, dans cette situation-là, le lemme de Farkas qu'on utilise, c'est, je pense, la forme la plus élémentaire. On a une famille finie de vecteurs VI. On prend le cône positif généré par ces vecteurs-là et on a envie de savoir si un certain vecteur F est dans le cône généré par les VI. Et donc le lemme de Farkas nous donne une caractérisation de ça. Il suffit que pour tout vecteur qui a un produit scalaire négatif avec tous les VI, ce vecteur-là est aussi un produit scalaire négatif avec notre vecteur F. C'est-à-dire qu'en gros, F doit avoir les mêmes propriétés que les VI en termes de avec quel vecteur il a un produit scalaire négatif. Voilà. Donc ça permet ensuite ça permet d'écrire ça, et ça c'est en remplaçant VI par les gradients des fonctions de contrainte, etc. On retrouve en fait les conditions de Karush-Kuhn-Tucker. Maintenant, si on regarde ce lemme un peu dans les yeux, en fait, ce qu'il nous dit, si on l'écrit avec des notations un peu plus compactes, spécialisées, vraiment spécifiques à la géométrie convexe, ça peut s'écrire comme ça. Le cône généré par les VI, il est égal au polaire du cône généré par les VI. Le polaire d'un cône, c'est, on se donne un cône P, et son polaire, c'est l'ensemble des vecteurs V dans l'espace X dans lequel vit le cône, donc un espace où on peut parler de cône, un espace vectoriel, disons, et avec un produit scalaire quand même, parce que tel que V est un produit scalaire négatif avec tous les vecteurs du cône. Voilà, donc cette définition-là, elle a un petit parfum d'involution, donc on a vraiment envie d'écrire, hein, ça semble bien d'écrire ça, mais en fait, vu la définition, un polaire c'est toujours fermé, donc normalement on rajoute une adhérence. En fait, le lemme de Farkas, c'est simplement une formulation un petit peu plus quantitative, on va dire, de ce fait assez simple et élémentaire en géométrie convexe. Quand on a un cône fermé, il est le polaire de son propre polaire. Donc je dis que c'est une version élémentaire du lemme de Farkas parce que dans ce cas de figure-là, le cône, il est très bien connu, puisqu'il est généré par une famille finie de vecteurs qu'on connaît. Maintenant, on peut se dire qu'est-ce qui se passe quand on a un cône un peu plus implicite. Et par implicite, par exemple, on peut entendre qu'on va ajouter un opérateur linéaire. Et opérateur linéaire, donc l'équation linéaire, ensuite un peu plus. Donc maintenant, notre cône, c'est pas le cône généré par une famille finie de vecteurs, ça va être l'image d'un certain cône qu'on connaît, mais par une application linéaire qu'on connaît potentiellement moins bien. On peut d'abord l'écrire avec pareil, dans le mode compact notation géométrie convexe. Donc ça donne ça. En fait, ça, c'est vraiment la même chose que ça. Simplement ici, là, si on cherche à dire quel est le polaire de LP, on tombe sur l'image réciproque du P polaire par l'adjoint de F. Écrit comme ça n'a pas l'air forcément très exploitable. Donc, moi, je trouve pas ça très exploitable, mais il y a quand même une manière de l'écrire qui est un petit peu plus utilisable. Donc, on va l'écrire en s'intéressant cette fois à une équation linéaire. Donc, en fait, savoir décrire l'image du cône par L, c'est la même chose que de regarder l'équation linéaire, Lx égale B,
sous contrainte que la solution X appartienne au cône. C'est la même chose. Et donc, le lemme de Farkas, dans cette formulation-là, là, il est formulé en tant qu'alternative. C'est soit cette équation-là, elle a une solution, soit il existe un vecteur Y qui vérifie ces deux conditions-là. Sous hypothèse que l'image LP soit fermée. Ça, c'est une hypothèse qui va revenir beaucoup et j'en parlerai plus par la suite. Donc, on a une alternative. Donc, ça permet de caractériser, soit on arrive à dire que pour tout vecteur Y, une de ces conditions qui n'est pas vraie, dans ce cas-là, il y a une solution, soit, c'est peut-être plus intéressant dans ce sens-là, soit on veut prouver qu'il n'y a pas de solution, il suffit de trouver un vecteur Y qui vérifie ces deux conditions-là. Et bon, ces deux conditions-là, écrites comme ça, moi, je ne les trouve pas très intuitives, donc je préfère plutôt les écrire comme ça. Y est dans le polaire de LP, c'est-à-dire un produit scalaire négatif avec tous les vecteurs du cône image, et il a un produit scalaire strictement positif avec le vecteur B. En fait, ce que ça nous dit, ces deux conditions ensemble, c'est que Y, c'est un vecteur normal d'un hyperplan qui sépare le vecteur B du cône image LP. Donc, ça décrit la situation où finalement, cette équation linéaire-là, elle n'a pas de solution puisque le second membre, il est séparé de l'image du cône par L. Donc, je fais un petit dessin ici. Donc, il y a le cône LP, il y a son polaire qui est là. Et puis là, par exemple, il y a un exemple d'un B qui est bien dans l'image LP, donc l'équation, elle a bien une solution. Puis là, il y a un exemple où là, ce vecteur-là, il n'est pas dans le cône, donc il n'y a pas de solution à l'équation. Et on a un exemple ici, par exemple, d'hyperplan séparateur avec un vecteur normal de l'hyperplan séparateur qui est bien dans le polaire du cône. Ça correspond à ça. Donc, j'illustre ça parce que finalement, le lemme de Farkas, donc, on peut le voir comme une expression un peu étayée, un peu quantifiée du fait que l'opération polaire est quasiment une involution. On peut aussi le voir comme finalement un résultat de séparation. Donc, un point de vue un petit peu plus vraiment géométrique. Dans les deux cas, en fait, cette formulation-là, comme l'argument de séparation, en fait, ce sont des choses qui passent très bien en dimension infinie. Et de fait, il y a plein de lemmes de Farkas en dimension infinie. Il y a une littérature très riche. Pour nous, comme on s'y intéresse que depuis quelques mois, je ne prétendrai pas en faire un tour d'horizon très efficace ni très exhaustif, mais juste une référence ici pour une grande généralisation du lemme de Farkas en dimension infinie, donc il y a presque 50 ans maintenant. Et donc cette fois, le contexte est complètement différent. On n'est plus sur des espaces de dimension finie. On est sur des paires d'espaces de Banach appairés, réels. On a toujours un code, on a toujours une application linéaire dont on demande qu'elle soit bornée entre les deux, au moins faiblement continue. Et on a toujours l'hypothèse que l'image du cône doit être fermée, parce que finalement, l'image du cône, c'est l'ensemble qu'on va chercher à séparer du vecteur. Il faut qu'il soit fermé pour qu'on puisse appliquer le terme de séparation, le théorème de Hahn-Banach. Et sous ces hypothèses-là, dans ce contexte beaucoup plus général, beaucoup plus dimension infinie, on a la même alternative de Farkas. Alors, eux, ils la formulent en équivalence, mais c'est la même chose. Cette équation-là, notre équation linéaire sous contrainte, elle a une solution si et seulement si cette implication-là est vérifiée. Ça, c'est exactement la même chose. Ça nous dit qu'il n'y a pas de séparateur. Ça nous dit qu'il n'y a pas d'hyperplan séparateur. Petit bonus avec cette version-là, il y a une réciproque, au sens où si cette équivalence est vérifiée, alors l'image du cône doit être fermée. Donc ça ferme un petit peu le sujet du lemme de Farkas avec cette formulation-là de l'équivalence, c'est-à-dire que vraiment, on a cette caractérisation si et seulement si l'image du cône est fermée. Bon, en conséquence intéressante, il y en a plein. Mais bon, j'en mets une ici, parce que c'est celle que j'ai le moins mal compris, je pense. L'alternative de Fredholm, on peut la retrouver par ça. Ce qui est finalement pas très, très surprenant intuitivement, puisque le lemme de Farkas, donc c'est le polaire égale le cône. Si on traduit ça, si on repassait dans le cas particulier des sous-espaces vectoriels, l'orthogonale de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel, c'est l'adhérence de ce sous-espace vectoriel. À partir de là, on déroule un peu, on arrive à une forme de théorème Durand, on arrive à l'alternative de Fredholm. Qu'est-ce que c'est le X plus et le Y plus? Alors, oui, c'est les paires X, et puis X plus, c'est le dual de X. J'ai repris les notations de Craven et Collier. Faut penser X étoile, en fait, plutôt. J'aurais dû peut-être changer ça. Ce sont des paires d'espaces de Banach. Pour pouvoir parler du polaire, en fait, là, je l'ai mis avec des vecteurs, mais normalement, on mettrait des formes linéaires. Là, sur cette forme d'alternative de Farkas, le sujet est un peu clos. On est obligé un peu d'avoir cette hypothèse de fermeture. Mais cette hypothèse de fermeture de l'image, si on prend un certain point de vue, tourné vers les applications enfin, bon, je sais pas, j'ose pas trop dire les applications quand même, parce que je suis moi-même pas très appliqué, mais c'est pas très satisfaisant comme hypothèse. Parce que si on regarde bien, P, c'est l'objet qu'on connaît. C'est notre cône, c'est ce qu'on prescrit, c'est la donnée du problème. Mais L, c'est une application linéaire en dimension infinie qu'on comprend pas forcément aussi bien. Et du coup, faire une hypothèse et demander que l'image d'un objet qu'on connaît par un opérateur qu'on connaît moins bien, demander que ça se soit fermé,
c'est pas forcément une hypothèse très, très viable du point de vue des applications. Et même avant d'aller vers les applications, en théorie, si on regarde certains problèmes, même avec l'information que l'application, elle, est bornée, cette hypothèse-là, elle n'est pas forcément vérifiée. Il y a un exemple simple ici, en théorie du contrôle. On prend un système de contrôle en 2 dimensions avec un seul contrôle. Donc, on a notre équation différentielle ici. Et puis, il y a un terme qu'on peut choisir. U, c'est notre contrôle. Si on restreint le contrôle U à n'avoir que des valeurs positives, donc on le met dans le cône positif des contrôles à valeur positive, et qu'on regarde l'ensemble des états qu'on peut atteindre en partant de 0 en appliquant tous les contrôles positifs qu'on peut trouver, on trouve cet ensemble-là. Il faut écrire des intégrales un petit peu, mais on trouve cet ensemble-là donc qui comporte des inégalités strictes et qui donc n'est pas fermé. Donc, rien que cet exemple simple. Mais il y en a d'autres. Les équations intégrales, souvent, suivant le cône qu'on prend, l'image ne va pas être fermée. Je crois aussi, ça j'ai pas bien compris, c'est une équation de Poisson, mais sur des chaînes de Markov. Mais en gros, si on prend les bonnes topologies, cette hypothèse-là n'est pas vérifiée non plus. Donc il y a un petit problème si on veut étendre le champ d'application du lemme de Farkas. C'est un problème qui a été constaté il y a longtemps, hein, c'est pas nous qui l'avons signalé, ça, il y a presque 30 ans maintenant, c'est Lasserre et Hernandez-Larmac qui ont prouvé une généralisation du lemme de Farkas où ils arrivaient à affaiblir cette hypothèse-là. Donc on se place toujours dans un cadre Banach. Donc là, j'ai pris un cas particulier, mais ils ont des résultats dans des cas plus généraux. Juste, ça rentrait pas vraiment dans le transparent. Mais on prend un Banach réflexif. On prend toujours la même chose, une application linéaire bornée, un cône. Mais cette fois, il demande que le cône soit fermé. Et donc ça, quelque part, c'est plus raisonnable comme hypothèse, puisque le P, c'est l'objet qu'on maîtrise mieux. Le cône, c'est l'objet qu'on maîtrise mieux. On demande qu'il soit fermé. Et alors, on a le même genre d'équivalence. On a une condition nécessaire et suffisante de résolubilité. Sauf que cette fois, comme avant, l'alternative qui est là, elle était vraie si et seulement si l'image du cône était fermée, on ne peut pas avoir la même alternative. Donc on en a une un petit peu plus forte, vu que l'hypothèse est un peu plus faible. Et cette fois, la condition nécessaire et suffisante, elle est quantifiée. Avant, on avait que si le vecteur P était dans le polaire de P, non, si L étoile de Z était dans le polaire de P, alors ce produit scalaire-là devait être négatif. Maintenant, on a une inégalité qui quantifie à quel point ça doit être négatif. Donc on a voilà, deux choses à retenir de cette généralisation-là. Une hypothèse affaiblie, peut-être un petit peu plus adaptée à certaines applications, et puis, du coup, une condition nécessaire et suffisante quantifiée. Là-dessus, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas cherché vraiment à prouver directement un lemme de Farkas. Simplement, il s'est trouvé que le travail qu'on a fait sur des problèmes de contrôle sous contrainte, ça finissait par beaucoup ressembler au lemme de Farkas. Et de manière générale, en fait, le lemme de Farkas, il s'intéresse à une équation qu'on retrouve dans plein de domaines. Donc là, j'ai cité ceux que je connais. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Il y a le contrôle, les problèmes inverses, la reconstruction d'images, peut-être d'autres problèmes liés aux équations dérivées partielles, probablement des équations intégrales aussi. Il y a beaucoup de domaines où ça pourrait être utilisé pour faire certaines choses. Parce que c'est une forme vraiment très générique de problème. Mais jusque-là, les lemmes que je vous ai montrés, les lemmes un peu qu'il y a dans la littérature, ce sont des conditions nécessaires et suffisantes d'existence de solutions, ce qui est déjà d'une importance fondamentale. Mais on peut se demander si parfois, pour les applications, on ne pourrait pas essayer d'assortir cette condition nécessaire et suffisante d'existence de solutions d'une caractérisation un peu constructive des solutions. Et ça, c'est finalement ça notre rapport sur les lemmes de Farkas. Ce que je vais vous présenter, c'est une énième variante, on va dire, du lemme de Farkas, qui d'une part demande une hypothèse un petit peu différente sur le cône, P, et qui d'autre part ajoute, dans beaucoup de cas, une caractérisation constructive de la solution quand elle existe. Donc pour parler un petit peu de comment on va l'utiliser avant de vous présenter le lemme en lui-même, d'où est-ce qu'on est parti nous? On n'est pas du tout parti de le lemme de Farkas, on est parti de... On a un problème de contrôle sous contrainte. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Donc, un problème de contrôle, on a un système là, on a une équation d'évolution x point égale à x. On ajoute un terme de contrôle. Et maintenant, on demande à ce que ce contrôle il vive dans un cône qu'on a prescrit. C'est notre cône des contrôles. Supposons qu'on part de 0, on définit ce qu'on appelle l'application entrée-sortie qui a un contrôle, donc notre entrée, associe la sortie, qui est l'état final qu'on atteint à un temps t prescrit. Ça s'obtient par la formule de Duhamel. On voit que c'est un opérateur linéaire, il est borné. On peut parler de son adjoint. L'adjoint, c'est ce qu'on appelle en théorie du contrôle l'opérateur d'observation. Le B étoile filtre l'information qui est donnée par cette trajectoire-là, qui est la trajectoire du semi-groupe adjoint sur le vecteur PF, qui sert donc de condition initiale finale. Donc on a en gros un opérateur linéaire borné. On a la variable ici qui doit appartenir à un cône. Finalement, se donner un problème de contrôle sous contrainte dans ces conditions-là, c'est-à-dire chercher à atteindre un état final YF à l'aide d'un certain contrôle U soumis aux contraintes coniques, ça revient à poser cette équation-là.
qui est donc l'équation linéaire sous contrainte conique que je vous montre depuis le début dans les lemmes de Farkas. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux contraintes dans les contrôles, dans les problèmes de contrôle? Simplement parce que c'est très naturel. En fait, elles apparaissent naturellement dans les problèmes de contrôle. Ce qui n'est pas naturel, en fait, c'est de pouvoir choisir son contrôle dans un espace de Hilbert de fonctions entières. C'est ça qui n'est pas naturel. Quand on, par exemple, cherche à contrôler une réaction chimique, notre contrôle, c'est la quantité de réactants qu'on injecte. Ça doit être positif. Si on cherche à être encore plus réaliste, on a une quantité finie de réactants, donc on met une borne par le haut sur l'intégrale, sur tout le temps de contrôle. Un autre exemple qui va devenir pertinent bientôt, si on cherche à chauffer une pièce avec un radiateur, on est limité par la puissance du radiateur. On est limité en haut par la puissance du radiateur. En bas, là j'ai mis 0 parce que c'est un radiateur, mais même si on avait un climatiseur, le problème serait le même. En fait, les contraintes, elles viennent vraiment de la physique du problème. Un autre exemple encore, les stratégies de lâcher de moustiques pour essayer d'endiguer la propagation des nouveaux virus. À un point donné, on va essayer de ne pas lâcher plus de moustiques qu'une certaine borne. Déjà, la borne, on pourrait mettre ici la borne du nombre total de moustiques, mais de manière générale, on va éviter d'en lâcher trop à un même endroit. Et puis, de manière générale, comme on a pu en élever qu'un nombre fini, on a une quantité finie de moustiques à notre disposition à lâcher dans tout le territoire sur le temps qu'on s'est donné. Donc, il est naturel dans les applications d'avoir des contraintes sur le contrôle. Il est aussi naturel d'avoir des contraintes sur l'état quand on contrôle. Ça, j'en parlerai pas du tout, c'est un autre problème et on pense qu'il est plus difficile. Donc nous, on se contente pour l'instant de ne parler que de contraintes sur le contrôle. Comme ça permet d'avoir notre équation linéaire sous contrainte conique et donc de faire le lien avec le théorème de Farkas aussi. Donc pour donner quelques exemples du type de résultat qu'on obtient, je prends d'abord un exemple un peu jouet, entre guillemets, un système de contrôle en dimension finie, mais qu'on va chercher à contrôler avec des contrôles qui ont des coefficients positifs. D'abord, la condition nécessaire et suffisante d'existence d'un contrôle qui permet d'atteindre notre état final désiré. Elle prend la forme de cette inégalité. Là, bon, elle est un peu touchue, cette inégalité, mais en fait, si on regarde avec des yeux de contrôleur, c'est une sorte d'inégalité d'observabilité. Ici, on reconnaît l'opérateur d'observation, qu'on va filtrer avec un plus. On va prendre la partie positive du coup de notre observation. Donc, en gros, on laisse évoluer un système adjoint, donc une équation d'évolution libre. On en prend la partie positive. Ça, c'est l'information qu'on récolte. Et en fait, cette inégalité nous dit que cette information qu'on a récoltée là par observation, elle doit nous permettre de reconstruire cette information, ce produit scalaire-là. Donc, en fait, une information partielle sur la cible finale. Ça, c'est la condition nécessaire suffisante. Ensuite, si elle est vérifiée, alors là, tout le travail va être de savoir comment on peut la vérifier. C'est la partie dont je parle pas là. Si elle est vérifiée et qu'il existe donc un contrôle, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce contrôle-là? On peut dire que ce contrôle-là, il s'écrit comme la partie positive d'une certaine observation pour une certaine condition initiale ici, P étoile. Et ce P étoile, c'est le minimiseur d'une fonctionnelle convexe, sans contrainte, et qui est complètement explicite. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler les résultats qu'on obtient avec notre variante constructive du lemme de Farkas. Un autre exemple un petit peu plus concret, on va dire, et en fait c'est le premier travail qu'on a fait avec Emmanuel et Camille, et c'est ça qui nous a un peu aiguillé ensuite vers considération plus générale et du type lemme de Farkas, c'est un certain contrôle de l'équation de la chaleur. J'ai une équation de la chaleur avec des conditions Dirichlet au bord. Alors traditionnellement, on contrôle ça avec un terme source qui est une fonction du temps et de l'espace. Et elle peut prendre n'importe quelle forme. Mais on peut aussi se demander maintenant, si je restreins la forme que peuvent avoir mes contrôles, est-ce que je garde des résultats de contrôlabilité? Donc comment est-ce qu'on restreint la forme? On demande à ce que le terme source, ce soit à une amplitude près ici qui varie au cours du temps, la fonction caractéristique d'un sous-ensemble de mon domaine, donc petit oméga t, donc c'est une forme justement, qui peut se déplacer, se déformer au cours du temps, mais qui doit garder une mesure inférieure à une certaine proportion du domaine. Donc en restreignant comme ça la forme des contrôles, c'est beaucoup plus restrictif que si on demandait juste L2. Est-ce qu'on garde des propriétés de contrôlabilité? Et donc là, c'est ce qu'on a prouvé il y a quelques années. La réponse, c'est oui, de manière approchée, c'est-à-dire que tout état à valeur positive, parce que principe de comparaison et terme source positif ici, tout état à valeur positive peut être atteint approximativement à l'aide de contrôles forts. À notre connaissance, c'est un peu le premier résultat de ce type avec des contrôles de ce type-là. Ouais. Pour le transparent précédent, indépendamment de l'observabilité, on peut calculer le U étoile. Oui. Bon. Alors, si on prend ce U étoile, même sans connaître l'observabilité, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, est-ce que c'est le point le plus proche de l'XL qu'on obtient en mettant ce U étoile dans l'équation ou non? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on atteint exactement
Non, l'état final. on attend exactement s'il y a condition. Si ça, c'est pas vérifié. On suppose qu'on Oui. n'a pas la condition. En fait, cette condition-là, elle nous dit qu'une certaine fonctionnelle Calcul. auxiliaire. Oui, mais alors, en fait, si ça, c'est pas vérifié, on ne sait pas si la fonctionnelle auxiliaire, qui est là, qui est décrite ici, on ne sait pas si cette fonctionnelle-là, elle atteint son minimum. Et donc, on ne sait pas si on peut trouver un P étoile, en fait. D'accord. On peut faire des essais de tir, mais en fait, c'est ça. Et là, en gros, c'est un peu. Alors, ici, il n'y a pas vraiment besoin d'une condition nécessaire et suffisante quantifiée parce qu'on parle de contrôle approché. Les choses sont un peu moins exigeantes. Ça, je l'illustrerai avec la formulation générale des théorèmes. Mais on trouve ces contrôles-là. Donc, on trouve bien des contrôles de type forme. Donc, pour quelques exemples sur des contraintes typiques, donc d'une part la positivité, qui est vraiment l'archétype de la contrainte conique, et puis d'autre part une forme de parcimonie qui est conique, mais pas convexe. Ça, j'y reviendrai un peu. Pour venir donc maintenant au cadre plus général, et pour parler de notre variante du lemme de Farkas, donc comme je le disais, on va avoir une hypothèse un peu différente sur le cône. On se place dans un cadre Hilbert pour alléger les notations et parler de produits scalaires et pas de crochet de dualité. On prend un opérateur borné toujours. Mais cette fois, notre cône, au lieu de demander qu'il soit fermé, on va demander qu'il puisse être généré par un ensemble fermé, convexe et borné. C'est une condition un petit peu plus implicite, mais qui porte quand même sur le cône, c'est-à-dire vraiment l'objet qu'on maîtrise un peu mieux. Dans ce cadre-là, et comme on n'a pas demandé que l'image du cône soit fermée, on distingue deux cas. On peut vouloir résoudre de manière approchée cette équation. Donc dans ce cas-là, on demande à ce que B soit dans l'adhérence de l'image du cône. Là, comme on a un cône fermé, évidemment, on a une caractérisation ici qui ressemble, enfin qui est identique en fait, au premier lemme de Farkas que je vous ai montré. Ici, j'ai mis cette condition-là avec la fonction support, j'écrirai ce que c'est que la fonction support, mais en gros, ça, ici, c'est équivalent à avoir cette appartenance-là. Donc en fait, ça, c'est vraiment la même chose que les lemmes de Farkas d'avant. Là où c'est un peu différent, Là où ça ressemble plus à l'autre lemme de Farkas, celui de la serre et Hernandez-Llerma, c'est quand on cherche à résoudre exactement l'équation. Comme on n'a pas fait l'hypothèse que l'image du cône était fermée, on ne peut pas avoir une caractérisation de ce type-là. On est obligé d'en avoir une qui est plus forte. Donc on la quantifie et on retrouve cette inégalité-là. Donc ça ressemble vraiment beaucoup au résultat de la serre et Llerma, donc le lemme de Farkas de 97. Mais là où il y a une différence, en fait, c'est dans l'existence de ce générateur-là et du coup cette fonction qui apparaît là. Alors la fonction sigma, c'est ce qu'on appelle en analyse convexe la fonction support. La fonction support d'un ensemble, c'est le suprémum du produit scalaire de V avec tous les vecteurs de cet ensemble. C'est quelque chose, il y a une expression qui est relativement explicite. Et donc, pour chaque générateur qu'on peut trouver pour le cône, on a une inégalité différente, puisque du coup, la fonction support change. Donc, c'est là où c'est un petit peu différent aussi du lemme de Farkas quantifié, c'est que eux, ils avaient une inégalité. Nous, comme on prend un cône, une famille de cônes un peu plus large qui peuvent avoir différents générateurs, on a potentiellement plusieurs conditions nécessaires et suffisantes parmi lesquelles on peut choisir. Il y en a peut-être une qui est plus pratique à prouver que l'autre. Pour être sûr quand même, donc on ne fait pas d'hypothèse sur l'image du cône, on fait des hypothèses sur le cône. Évidemment, quand le cône est fermé, on peut prendre comme générateur son intersection avec la boule unité. Donc notre hypothèse là, elle englobe l'hypothèse cône fermé. Elle comprend aussi des cônes qui ne sont pas fermés. Par exemple, un exemple de cône qui n'est pas fermé mais qui est généré par un ensemble fermé, borné, convexe, c'est le demi-plan dans R2. Ça, c'est un cône positif. Et en fait, on peut le générer avec ce disque décalé là. Enfin, c'est le demi-plan droit ouvert mais contenant union 0. Donc ça nous fait quand même un cône qui n'est pas fermé, mais qui est généré par un. On a un lemme de Farkas qui est légèrement plus général, avec une hypothèse formulée de manière un petit peu implicite, et qui nous offre potentiellement un éventail de conditions nécessaires et suffisantes de résolubilité, parmi lesquelles on peut choisir. Maintenant, j'avais dit, il y aura aussi un aspect constructif, c'est un aspect important de notre travail, c'est un aspect auquel on tient beaucoup, et donc le côté constructif, c'est quoi? C'est ce qu'on a un petit peu évoqué, anticipé avec Jean-Pierre. On introduit une fonctionnelle auxiliaire, donc je dirais un peu d'où elle vient, mais c'est une fonctionnelle, comme vous pouvez le voir, qui est complètement explicite, qui dépend des données du problème. Et on a ces deux caractérisations constructives. Bon, il faut trouver le minimum de cette fonctionnelle auxiliaire, et à partir de là, on a une caractérisation d'une solution de notre équation linéaire sous contrainte. Ici, pour la résolution approchée, il y a toujours un minimiseur, parce que là, avec ce terme-là, la résolution approchée, ce terme-là est non nul, il aide à prouver la coercivité égale existence de minimum, et on y arrive toujours bien. Ici, c'est un peu plus dur, parce qu'il faut d'abord s'assurer que cette fonctionnelle-là, elle admette un minimiseur. Il se trouve que, en fait, cette inégalité-là en est une condition au moins suffisante, je crois même nécessaire.
Et à chaque fois, on a cette caractérisation. Pour parler un peu maintenant de cette caractérisation-là, parce que le but, c'est d'avoir une caractérisation constructive de la solution, mais qui soit quand même un petit peu exploitable. En fait, ce qu'il y a là-dedans, donc là, il y a la fonction support, comme avant, ça se calcule. Et alors, cet objet-là, j'ai mis un appartient, parce que cet objet-là, c'est un ensemble. En fait, ce qu'on appelle le sous en analyse non lisse, on peut ne pas avoir accès à des gradients. En revanche, on peut avoir accès à des sous-gradients, c'est-à-dire un ensemble de vecteurs qui se comportent presque comme des gradients. Et il se trouve que ça, finalement, vu la fonction qui est là, on sait plutôt bien l'écrire. Donc finalement, elle nous donne quand même pas mal d'informations, cette caractérisation. Alors pour l'illustrer directement, on va reprendre un cas très simple, on va prendre un cône fermé, comme ça il sera généré par son intersection avec la boule. Et il y a plein de choses qui vont pouvoir s'écrire explicitement. Donc je veux résoudre cette équation linéaire sous contrainte conique, c'est-à-dire trouver l'intersection entre ces deux ensembles. Alors une manière de faire, moi j'aime bien le voir comme ça. On a notre cône, ça c'est P, et résoudre l'équation linéaire, c'est trouver un sous-espace affine. Je le dessine comme ça. Et puis mon cône P, je le génère avec son intersection avec la boule unité. Donc c'est cette part de gâteau là. Ce que je peux faire, c'est dilater, 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 jusqu'à trouver du coup, trouver le sous-espace affine des solutions. Et en fait, ça se traduit par un problème d'optimisation. Comme souvent en maths, quand on veut rendre quelque chose constructif, on a recours à l'optimisation, ça marche souvent très bien. Et donc là, j'introduis une fonctionnelle un peu pénalisée qu'on va chercher à minimiser. Donc dilater, 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 en fait, ça revient à s'intéresser à la norme, ici. Je pénalise quand on n'est pas dans le cône, et je pénalise quand on ne résout pas l'équation. Alors, quel type de pénalisation? C'est des pénalisations très, très brutales, la plus brutale qu'on puisse imaginer. Cette fonction delta, c'est ce qu'on appelle une indicatrice. En x, elle vaut 0 si x est dans l'ensemble. Elle vaut plus l'infini, sinon. C'est très brutal. Ça permet de dire que minimiser cette fonctionnelle, c'est équivalent à trouver des solutions à ce problème-là. Complètement équivalent. C'est très brutal, mais du coup aussi, c'est très singulier. C'est pas lisse du tout. Il y a des sous-gradients quand même, heureusement, mais il y a pas de dérivés. Donc maintenant, en fait, finalement, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est minimiser cette fonctionnelle-là. Or, cette fonctionnelle-là, donc, elle s'écrit en deux parties. Il y a une partie qui dépend de x et une partie qui dépend de Lx. Et les problèmes de cette forme-là, en fait, c'est bien connu. C'est traité par la théorie de Fenchel-Rockefeller. Quand on a un problème de cette forme-là, on peut lui assigner un second problème d'optimisation qu'on appelle son problème dual en appliquant des transformés de Legendre, donc en faisant des conjugués convexes. Et on trouve cet autre problème d'optimisation. Alors, dans notre cas, en plus, ça s'écrit très bien. J'ai pris ce cas-là parce que les fonctionnelles, elles sont très explicites. On obtient ça pour les fonctions de notre problème dual. Donc là, c'est la partie positive. Alors, quand on a un cône P fermé, il forme une paire avec son cône polaire. Et pour tout x, on peut décomposer en partie positive, ce qu'on appelle partie positive et partie négative. Cette partie positive, elle est dans le cône. Cette partie négative, elle est dans le cône polaire. Et les deux parties sont orthogonales. Donc on le note comme ça coïncide précisément avec la notion de partie positive pour une fonction quand notre cône, c'est le cône des fonctions à valeur positive. Donc toutes ces fonctionnelles-là qui apparaissent dans le problème dual, elles sont explicites. Et ça nous donne cette fonctionnelle auxiliaire, donc qui est celle que j'avais montrée et qui est celle dont on va chercher un minimiseur maintenant. Pourquoi est-ce qu'on va chercher un minimiseur? Parce que ces deux problèmes-là, ils sont intimement liés. La théorie de Fenchel-Rockefeller nous dit que les valeurs des deux problèmes sont liées. L'infimum du problème primal est toujours supérieur au suprémum du problème dual. Sous certaines conditions, alors il y en a une liste énorme de conditions, mais qui permettent d'avoir ce qu'on appelle de la dualité forte. Cette fois, ça c'était la dualité faible. La dualité forte, c'est quand les deux valeurs coïncident. Quand les deux valeurs coïncident, en fait, il faut le voir en regroupant ces deux problèmes en un seul à nouveau, dans un Lagrangien. Quand les deux valeurs coïncident, on a un min-max pour notre Lagrangien. Qui dit min-max dit condition de Poincel. C'est ces conditions de Poincel qu'on peut exploiter à présent. On prend la deuxième condition de Poincel, on déroule ça fait apparaître un sous-gradient, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, on a une fonction bien particulière ici, et le sous-gradient d'une indicatrice, en fait, il contient 0 la plupart du temps, ou il est vide, mais donc au bord de l'ensemble, il y a des points où il contient des vecteurs non nuls. Or, ce que cette condition nous dit là, c'est que le vecteur y étoile qui est non nul, il est dans le sous-gradient. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut dérouler les propriétés, mais ça nous dit en gros qu'on a résolu l'équation. La deuxième condition de Poincel, elle nous dit directement qu'on a résolu l'équation. Donc là, on est content parce que ça valide le tout. Maintenant, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est caractériser de manière constructive notre solution. Pour ça, on utilise la première condition de Poincel. Pareil, il faut dérouler avec un calcul de sous-gradient. Mais sauf que là,
ça se passe vraiment très bien parce qu'on fait le sous-gradient d'une fonctionnelle, mais qu'on connaît parfaitement. Ça se calcule explicitement. Ça fait un très bon exercice d'analyse convexe, même si j'étais obligé de le refaire 15 fois pour être sûr que j'avais bien compris. Mais maintenant, j'ai compris, parce que ça fait 35 fois. Et ça donne ça. Ça donne la partie positive de l'image par l'adjoint du minimiseur du problème dual. Donc on a vraiment, et là c'est une égalité. C'est même pas que X étoile appartient à un certain ensemble. Dans ce cas précis où tout se passe bien et où tout est très explicite, en fait il n'y a qu'un seul élément dans ce sous-gradient-là, c'est le gradient. Et donc tout se passe bien. Donc, voilà comment on utilise en fait une théorie finalement déjà très bien comprise d'optimisation, mais un peu à une sauce différente pour prouver ce caractère constructif. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se concentre beaucoup sur le problème dual. On aime bien le problème dual parce que contrairement au problème primal qui a des pénalisations très fortes, le problème dual n'en a pas. En fait, il n'a pas de contraintes. C'est un problème d'optimisation convexe sans contraintes. Tout est assez explicite. Dans ça, il faut pouvoir le calculer, la fonction support, mais la plupart du temps, en fait, dans les exemples, ça va. Et au pire, on peut l'approcher numériquement. Et après, la dernière question, c'est voilà, si on peut choisir notre générateur K, est-ce qu'il y a des critères pour bien le choisir? Ça, c'est une question à laquelle on réfléchit, mais à laquelle on n'a pas encore de réponse. Donc, j'avais dit, on veut que ce soit constructif. En fait, constructif, oui, on n'a pas vraiment d'expression comme ça du contrôle, sauf si on connaît déjà le Y étoile, le minimiseur du problème 2. Et de manière générale, quand même, ce qu'on peut faire, c'est dans l'abstrait, parce que j'ai pas encore essayé, numériquement, la première chose qu'on commence à faire, c'est résoudre le problème dual. C'est l'optimisation convexe sans contrainte, avec des fonctions un peu compliquées et non lisses, mais on doit pouvoir s'en sortir. Ça nous donne un Y étoile, donc minimiseur du problème dual. À partir de ce minimiseur du problème dual, maintenant, il faut arriver à exprimer cet ensemble-là. Donc, il faut calculer la fonction support, c'est de la programmation linéaire, et il faut calculer ce sous-gradient. Or, ce sous-gradient-là, en fait, pareil, c'est une propriété de la fonction support. En fait, c'est juste les maximiseurs de ce produit scalaire-là. C'est le maximiseur du produit scalaire qu'il y a dans la définition de la fonction support. Donc, finalement, bon, et il restera accroché l'opérateur L étoile, qui, dans les applications, en fait, sera un semi-groupe. Donc, ça aussi, ça s'approche bien numériquement. Donc, il y a un peu de programmation linéaire à faire. Il faut garder les maximiseurs en tête. Il faut approcher un opérateur linéaire potentiellement en dimension infinie. Ça aussi, on sait bien le faire. On sait à peu près maîtriser les erreurs pour résoudre ce problème-là. Donc, numériquement, en fait, il y a une voie un peu tracée. Moi, j'ai pas osé le faire parce que je sais pas trop coder. Maintenant, il y a ChatGPT. Donc, j'ai commencé à essayer. Pour ceux qui n'aiment pas trop cette idée-là, en fait, ça marche pas très bien encore. Il a réussi à calculer ça. Voilà. Il arrive à pondre un code de quelques lignes qui calcule la fonction support. Je lui ai pas demandé grand-chose pour commencer parce que je me suis dit. Mais une fois qu'on en arrive à, même pas là, hein, ça, je l'ai même pas encore touché. Hein. Mais déjà, quand on veut, si je lui demande de me faire un ELR implicite, non. La version gratuite, en tout cas, elle n'y arrive pas. Pas pour vous encourager à prendre la payante. Je testerai avant pour vous dire. Donc, voilà, il y a un peu, ça ouvre une voie. On prétend pas être appliqué, on prétend être potentiellement applicable. Ce qui, pour moi, déjà été un grand pas. Ça, c'est pour les conditions nécessaires et suffisantes d'existence et puis une caractérisation constructive. Maintenant, je vous ai montré un exemple tout à l'heure de contrôle par les formes de l'équation de la chaleur. Et en fait, donc l'ensemble des contrôles auxquels on a le droit, c'est l'ensemble des fonctions caractéristiques. Et ça, c'est pas convexe. Moi, depuis tout à l'heure, je vous parle de cône convexe. Donc, il faut trouver un moyen d'enlever la convexité. Mais en fait, pour ça, eh ben, on peut faire de la relaxation. C'est-à-dire qu'on part de nos contraintes qui sont pas convexes. Donc, K, maintenant, c'est toujours le générateur de notre cône, mais il est plus convexe. Le cône qui génère, du coup, n'est pas convexe non plus. Mais je peux prendre le générateur et prendre l'adhérence de son enveloppe convexe. Comme ça, j'ai un ensemble qui a des bonnes propriétés. Et je peux prendre le cône généré par cet ensemble-là. Et là, avec ça, avec cette paire d'ensembles, je retombe dans le cadre du lemme de Farkas que je vous ai montré. Donc, on peut l'appliquer. On a une condition nécessaire à suffisante d'existence. On s'intéresse, nous, au cas où les solutions existent. Comme ça, on veut pouvoir les caractériser. Pour l'instant, ce qu'on sait dire, en appliquant le Farkas généralisé avec ces deux ensembles-là, c'est que la solution, on la caractérise un peu, mais en fait, on sait dire qu'elle appartient au cône relaxé, le cône étendu. Nous, ce qu'il faut, c'est éviter un phénomène de relaxation, c'est-à-dire qu'ayant relaxé les contraintes, se retrouver avec une solution qui vérifie certes les contraintes relaxées, mais pas les contraintes d'origine. Donc, on veut éviter ça. On veut vraiment être sûr que notre solution, elle est bien dans le cône d'origine P. Alors, pour ça, là encore, il se passe un truc sympathique, c'est que ça, je vous ai dit que c'est l'ensemble des maximiseurs de la fonction, enfin, du produit scalaire qui est dans la définition de la fonction support. Donc, en gros, il faut penser ici maximiseur d'un produit scalaire sur un ensemble compact, faiblement compact, donc fermé, borné, convexe. Or, il y a un principe du maximum qui nous dit que quand on maximise une fonction affine
sur un ensemble convexe, compact, etc., il existe toujours des maximiseurs. Et dans ces maximiseurs-là, il y a toujours un point extrémal. C'est la notion de point extrémal qui est importante ici. Il y a toujours des points extrémaux. Donc un point extrémal, c'est par exemple, je vais redessiner un exemple. Mettons que j'ai le droit de passer 4 points-là. Ça, c'est fermé, ça va générer ce cône-là. Là, je dis que c'est 0. Et ce cône-là qui n'est pas convexe non plus. Maintenant, je prends leur enveloppe convexe fermée et hop, j'ai le droit à ce quadrilatère-là. Et j'applique Farkas, etc. Je trouve une solution qui, du coup, est au bord de l'ensemble générateur, on va dire, à un facteur dilatoire près, mais je trouve une solution qui est là. Mais moi, ce que je voulais, c'était être là, parce que c'est ça les points qui m'intéressent. Et là, les points qui m'intéressent, ce sont les points extrémaux du carré, c'est-à-dire ceux qui ne s'écrivent pas comme combinaison convexe de deux autres points convexes. Donc, pour être sûr que je retombe là-dessus, il faut travailler encore un petit peu. Donc déjà, d'une part, en fait, il suffit de s'assurer que notre solution, c'est bien un point extrémal. On fait l'hypothèse qu'en gros, les points extrémaux de l'ensemble relaxé sont inclus dans l'ensemble d'origine. C'est une première chose, mais ça, c'est une hypothèse un peu générique qui est souvent vérifiée dès que K est fortement fermé, par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, c'est le théorème de Millman qui nous permet d'utiliser ça. Mais la deuxième chose, et c'est le plus gros problème, c'est cette deuxième hypothèse. Parce qu'en fait, ça, c'est donc un ensemble, a priori. Et cette caractérisation, elle nous dit que dans cet ensemble-là, il y a une solution. Elle ne nous dit pas que c'est le point extrémal de cet ensemble-là qui est la solution. Il y a même d'ailleurs, enfin, bon, je ne l'ai pas mis, mais il y a des exemples où ce n'est pas le cas. Il y a des exemples où la solution qui nous intéressait, ce n'est pas un point extrémal. Donc en fait, on y va avec un peu le marteau-piqueur versus la mouche. Ici, on va dire qu'on voudrait que l'ensemble il soit réduit à un singleton. Comme ça, pas le choix. Dans le singleton-là, il y aura juste le point extrémal. On est sûr, du coup, grâce à ça, que notre solution est un point extrémal et donc on pourra conclure. Donc ça, c'est une hypothèse générique sur l'ensemble. Ça, c'est une hypothèse qui va plutôt porter sur le système, parce qu'en fait, ça va beaucoup compter sur l'opérateur L. Alors pour illustrer ça, qu'est-ce que j'ai fait? Avant d'illustrer, donc il y a le résultat général. Alors c'est la même chose que tout à l'heure, simplement il faut rajouter les deux hypothèses que je vous ai montrées là, simplement pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de phénomène de relaxation. Et on retrouve la même caractérisation. En fait, dans ces cas-là, ces ensembles-là sont des singletons et on a vraiment une relation constructive pour caractériser notre solution ici. Pour l'illustrer, pour vous dire pourquoi l'hypothèse de il n'y a qu'un seul élément dans le sous-gradient, c'est plutôt propre au système qu'on regarde. Je reviens sur l'exemple de la chaleur pour terminer. Donc, on veut contrôler l'équation de la chaleur, mais notre terme source, voilà, ça doit être une fonction caractéristique fois une amplitude. Donc là, je prends ça, c'est mon ensemble générateur de contraintes. Il n'est pas convexe. Il est fermé, mais il n'est pas convexe. Enfin, il est fermé, ça dépend pour quelle topologie. Mais on le relaxe, on prend son enveloppe convexe fermée. Cette fois, c'est fermé, faiblement fermé L2, etc. Alors, ça, c'est quelque chose que les gens en optimisation de forme connaissent bien, ce qu'ils appellent les densités. On relaxe et on prend le cône généré par ça. Mais alors, le cône généré par cet ensemble-là, en fait, il est très simple. C'est des fonctions L infinies à valeur positive. On applique Farkas, etc. On trouve une relation constructive pour notre contrôle. Maintenant, on sait que ça, c'est l'ensemble des maximiseurs d'un certain produit scalaire. Dans le cas sur lequel on travaille, c'est les maximiseurs du produit scalaire sur cet ensemble-là. Or ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de la baignoire. Pareil, c'est quelque chose qu'il y a au moins une personne dans la pièce qui connaît beaucoup mieux que moi. Mais en gros, ce genre de problème, on sait les résoudre. Et normalement, il y a une famille de maximiseurs. Mais la famille de maximiseurs, en fait, le fait qu'il y ait une famille nombreuse, c'est parce qu'on a un peu de marge de manœuvre en ayant des plateaux dans certaines de nos fonctions qui vont maximiser le produit scalaire. Or, ici, on ne peut pas avoir de plateau. Parce que ce qu'on regarde, l'équation adjointe qu'on regarde, c'est une équation de la chaleur. Donc, tout est analytique en espace. Il n'y a pas de plateau. Donc, en fait, quand on met ici, là, quand on met un argument dans ce problème de la baignoire qui est extrêmement régulier, il n'y a pas de plateau. Et donc, il y a une unique solution. Il y a un unique maximiseur. Cet unique maximiseur, c'est la fonction caractéristique de l'ensemble de sous-niveaux bien choisis de ce P étoile T là. Mais la morale de l'histoire, c'est que c'est à cet endroit-là seulement qu'on utilise la propriété de l'équation aux dérivées partielles. C'est à cet endroit-là qu'on utilise un peu de régularité pour dire, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté, il ne peut pas y avoir de plateau, et donc il y a un unique maximiseur, et donc il y a un unique élément. Je ne sais pas, en fait, il ne faudrait pas revenir en arrière. Non, en fait, s'il faudrait revenir en arrière. Il y a un unique élément dans cette sous-différentielle-là, et donc en fait, la solution, elle est donnée, et donc elle correspond bien à ce qu'on cherchait. On a bien des formes pour contrôler l'équation de la chaleur. Alors j'étais un peu optimiste parce que moi je voulais parler d'autres choses qu'on pourrait faire avec ce qu'on a développé, cette approche un peu avec la dualité de Fenchel. Mais on va pas trop avoir le temps.
Puis je voulais aussi parler de ce que fait un doctorant qu'on co-encadre avec Camille, mais pareil, on n'aura pas le temps. Mais l'idée, c'est vraiment là, pour le coup, spécial au contrôle, c'est dédié au contrôle, c'est de pouvoir faire de l'analyse d'atteignabilité. Donc, d'une part, essayer de décrire au moins le bord de l'ensemble atteignable pour une équation dérivée partielle donnée et pour un ensemble de contraintes données, ce qui est un problème assez intéressant et voilà, on a pu s'en rendre compte, assez difficile. Et puis d'autre part, très intéressant aussi, de l'analyse d'atteignabilité, mais dans l'autre sens. Arriver à prouver que si on se donne un certain ensemble de contraintes de contrôle, il y a des états qu'on peut jamais atteindre. Pour des raisons pour des applications en sécurité, par exemple, c'est pas mal de se dire qu'il y a des configurations dangereuses qu'on pourra jamais atteindre tant qu'on prend nos contrôles dans un certain ensemble de contraintes raisonnables. Et j'en parle pas plus. Et on arrive à la conclusion. Donc pour résumer un petit peu, donc il y a un versant général dans ce travail que je vous ai présenté. Donc, c'est des considérations générales sur le lemme de Farkas dans un contexte vraiment abstrait, espace de Hilbert. Donc, il y a d'une part, voilà, essayer de développer un peu la notion de conditions nécessaires et suffisantes d'existence de solutions. Et puis, d'autre part, d'utiliser des outils d'optimisation qu'on a à notre disposition pour essayer de caractériser ces solutions de manière constructive une fois qu'on sait qu'elles existent. Maintenant, pour ça, c'est un lemme général. Ça pourrait avoir des utilités dans d'autres domaines. Ça, je pense qu'il faudrait en discuter parce que j'ai pas vraiment de visibilité là-dessus. En tout cas, je sais qu'en contrôle, donc ça permet quand même d'avancer sur des problèmes de contrôle sous contrainte. En fait, en essayant de coller à ce qu'on fait traditionnellement quand on n'a pas de contrainte, donc avoir une sorte d'inégalité d'observabilité pour caractériser l'existence du contrôle, et puis ensuite avoir cette relation constructive-là pour vraiment essayer de décrire les contrôles ou les approcher numériquement. Donc en exemple, en grande illustration, parce que c'est un peu notre exemple clé, il y a le contrôle par des formes de l'équation de la chaleur. Et donc un des premiers résultats positifs de contrôle avec ce genre de contraintes sur le contrôle, à notre connaissance en tout cas. Et puis voilà, l'espoir qu'on a notamment, parce que ça c'est une grande question, c'est pour d'autres EDP, pas forcément la chaleur, parler du contrôle positif. Qu'est-ce qu'on perd si on ne prend que des contrôles à valeur positive, de manière générale. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que tu peux te retourner vers 16? 16, Donc, avant 15. 15. Pour moi, c'est un peu surprenant le résultat parce que si, à un moment, on a besoin de certaine énergie pour approcher Y, n'est-ce pas? Ouais. Et si on a le contraint L très petit, on peut approcher Y pour P petit. Ça devait devenir très grand. Ah, on a pour centaines de par d'accord. Ouais, enfin, on a un peu triché, parce qu'au début, on voulait que ce soit que 1, et on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué si on mettait que 1, enfin, on perd une structure, en fait. Il y a plein de manières de le voir, mais en plus, on a une structure conique grâce à ça. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce qu'on a fait que partiellement pour l'instant, c'est d'écrire le comportement de cette amplitude M en fonction de tous ces paramètres-là. Ça, c'est le contraint sur le domaine de contrôle, c'est pas le contraint sur la valeur. Ouais, la forme du contrôle. Vraiment. Oui. Merci pour ton expérience. J'ai une question sur une peut-être géniale que tu fais pour avoir restreindre la cardinalité de ton saut différentiel à un élément. Ouais. Ça peut ressembler à quoi? En fait, ça va dépendre. J'ai dit que ça allait beaucoup se jouer sur cet opérateur-là. En fait, ça se joue aussi sur ton choix de générateur. Parce que il y a plusieurs choses. Là, par exemple, j'ai un générateur qui est régulier, et du point extrémo, c'est tout cet arc-là. Là. Et en fait, ce que ça dit, ça, c'est que le vecteur qui est là, qui est souvent toute la solution d'une EDP, mais on va dire vecteur pour l'instant, parce que c'est plus simple, il doit pointer, enfin, il doit être normal à l'ensemble KR, mais pas en une facette. En gros, j'aime pas trop expliquer ça, en fait, parce que je préfère dessiner. Alors, là, par exemple, si mon vecteur, il est là, où est le maximiseur du produit scalaire avec ce vecteur-là sur tout cet ensemble-là? Il est là. C'est pour ça que je l'ai dessiné là, d'ailleurs. Je gâche mes propres effets de surprise. Mais là, en gros, c'est en gros. Attends, oui, en fait, voilà. Quand on regarde cet ensemble-là, on cherche les points au bord du KR pour lesquels ce vecteur-là appartient au cône normal. C'est la généralisation du vecteur normal pour les ensembles. Quand on est sur un ensemble bien régulier comme ça, le cône normal, c'est juste le vecteur normal. Donc, il n'y en a qu'un, donc ça, c'est bon. Quand on est sur un ensemble avec des faces polygonales, par exemple, là, le cône normal, il ressemble à ça. Et donc, en fait, c'est exactement l'inverse de ce que je voulais dire, je crois. Oui, non, c'est l'inverse. Oui, non, parce qu'en gros, je veux que mon vecteur, il soit compris dans ces cônes normaux-là. Oui, c'est l'inverse, pardon. Je veux pas qu'il pointe, je veux pas qu'il soit normal à une de ces faces-là.
Pourquoi? Parce que là, si mon vecteur c'est ça, et ben, toute cette face-là, ce sont des maximiseurs. Donc là, la cardinalité, elle n'est pas de 1, elle est de l'infini. Ça, c'est gênant. Mais là, par exemple, dans le cas d'un polygone, finalement, j'ai que 4 directions interdites. Interdire à la solution d'une équation aux dérivées partielles de passer par 4 points, enfin un nombre fini de points, un ensemble discret de points, ça se fait à peu près, je pense. Enfin, après, je ne suis pas spécialiste de ça non plus. Et donc, il y a ça. On peut essayer de choisir l'ensemble KR d'une manière un peu astucieuse pour éviter ce problème-là. Sinon, eh ben, on regarde ça et on voit ce qui se passe. Par exemple, dans notre cas, on a bien vu que du coup, les vecteurs interdits, ceux qui pointent vers les faces polygonales de notre ensemble de contraintes en dimension infinie, ce sont des fonctions, ce sont des vecteurs qui passent à un moment par des plateaux, qui ont des plateaux. Or, l'équation de la chaleur égale pas de plateau. Mais par exemple, si on avait eu l'équation des ondes, la propagation ou du transport, même, on prend une équation de transport, s'il y avait eu un plateau, bah, il se serait juste propagé et ça nous aurait complètement empêché d'avoir cette conclusion-là. Identifier des propriétés sur L, en opérateur L, faire en sorte que la condition de satisfait. La seule qu'on a, nous, c'est analytique hypoelliptique. Donc, c'est la généralisation de la propriété de l'équation de la chaleur. Mais c'est ce que je disais, c'est un peu un marteau-piqueur, parce que ça nous dit que quel que soit le vecteur qui est là, etc., ça pointera jamais vers. Alors que peut-être que, en fait, s'il y avait un moyen d'avoir des propriétés sur le minimiseur d'abord, on aurait moins besoin d'avoir des propriétés sur lui. Et, par exemple, j'ai dit l'équation de transport, s'il y avait un plateau, il se propagerait, ça serait pas bon. Mais si on était sûr que ça, c'était à peu près régulier, ce qu'on pourrait essayer de faire aussi, c'est du calcul des variations. Enfin, ça appartient au domaine du calcul des variations. Mais peut-être qu'on n'aurait pas besoin de ça. Donc, il y a un petit jeu à faire. On n'a pas encore beaucoup exploré. On pense se concentrer d'abord sur quelques exemples où on ne fait pas de relaxation. Déjà pour voir, parce que pour nous, un défi qui nous intéresse beaucoup, c'est est-ce que je vais réussir à trouver cette inégalité là. Ouais, ce genre d'inégalité-là, déjà, j'ai dit que ça ressemblait à une inégalité d'observabilité. Alors, quand il n'y a pas la partie positive, etc., ici, ça, on a des outils pour le prouver dans le monde du contrôle linéaire. Et puis, c'est déjà dur. Enfin, je trouve, en tout cas, ça peut être très difficile déjà. Alors, quand on ajoute ce genre de choses-là, ça, on sait pas encore trop. Donc, ça, je pense qu'on va aussi beaucoup s'intéresser à ça. J'ai une petite question, Naïve. Est-ce que tu penses que tu pourras faire de l'approximation type élément fini, des choses comme ça sur ton contrôle? C'est-à-dire que généralement, en plus, c'est pas exact. Non, non. Bah, effectivement, oui, Ton algorithme, est-ce que tu penses que ton algorithme a des chances? j'ai pas d'avis. Je vais pas vous dire que non, mais là, oui, je suis un peu marchand de tapis. Mais ouais, Moi, j'ai une question sur le numérique, en fait. C'est si par exemple, si tu fais un système linéaire et tu as dans cette contrainte, ouais. tu peux changer la fonctionnelle HUM de sorte à ce que tu fais un problème plutôt de faire un problème de min, tu fais un problème de min-max, en fait, tu as la contrainte. En gros, oui, c'est ça. Ouais. Et donc là, tu peux utiliser, par exemple, au lieu de faire, parce que je sais pas, les trucs de Glowinski, etc., c'était de faire de gradient conjugué. Ah oui, oui, oui. Un peu type André, donc. Mais là, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est justement un truc type Chambolpoc. Voilà, ouais. Ah oui, oui, bah, en fait, alors moi, de ma compréhension très naïve, hein, parce que c'est vraiment pas ma spécialité, Usawa, ça marche quand on a des fonctions qui sont C1 ou C2 au moins, non, je crois. Pour avoir Alors que là, on est potentiellement sur des fonctionnels non lisses, donc il faut manipuler des sous-gradients ou des objets qu'on appelle opérateurs proximaux, donc ça c'est Chambolpoc, qui nous permettent de calculer le pas suivant alors qu'on n'a pas vraiment de gradient et donc il faut choisir une direction dans laquelle descendre parmi toutes celles qui s'offriraient à nous. Mais donc effectivement, en fait, il y a plein d'erreurs à prendre en compte. Déjà, il y a celle-là, parce que je suis pas sûr qu'on arrive au vrai Y étoile, on arrivera à un truc assez proche. Si notre système de contrôle il n'est pas très robuste, une petite erreur là, ça suffirait à ce qu'en fait ça marche pas du tout. Donc oui, il y a un énorme chantier, hein. J'ai dit que ce qui m'avait arrêté, c'est que j'aimais pas écrire du code, mais enfin, il n'y a vraiment pas que ça en fait. C'est très bien que suivant les équations et le type de contrôle qu'on met, numériquement, il peut se passer des choses pas très agréables. J'ai une question encore plus naïve peut-être, mais qui est reliée, je pense. Tu as souvent des heures approchées, Y, epsilon, étoile, etc. J'ai loupé ou j'ai pas compris. Tu sais comment, enfin, tu sais dire quelque chose sur leur comportement epsilon petit, à part le fait que ils approchent, à part leur définition, quoi. Oui, là par exemple là, alors. Donc, mettons, j'imagine que si tu sais qu'il existe un minimiseur de ta convergence,
Mais Ouais. est-ce que c'est si clair que ça déjà? Et puis, et si tu sais pas qu'il y a un minimaliseur? Alors, il me semble qu'on a, ouais, il me semble que dans certains cas, peut-être, je sais plus si c'était le cas où en fait ici c'est complètement explicite avec les contrôles, avec un cône fermé, ou je sais pas. En gros, si la condition nécessaire est suffisante, elle n'est pas vérifiée. Bon, je vais arrêter d'essayer de la montrer. En gros, l'inégalité qui est là. Voilà. On sait que ça, si c'est pas vérifié, quand epsilon tend vers 0, au bout d'un moment, il y a une direction de fuite vers l'infini, je crois, des minimiseurs. Donc ça, de toute façon, après, si c'est vérifié, oui, je sais pas en fait s'il y a convergence. Il me semble que oui, au moins, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être gamma convergence ou quelque chose comme ça des minimiseurs. Oui, je crois que voilà, dans ce cas, je crois qu'on obtient ça. Moi, je confonds avec autre chose. Mais oui, c'est encore une autre direction dans laquelle creuser. Et effectivement, pour le numérique, oui, ça serait bien de savoir à quel point c'est sensible aux erreurs sur le minimiseur. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Si oui, vous pouvez juste. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci.